l'Ain, le Doubs, la Bienne, l'Albarine, mais aussi le Tarn et la Sorgue au sud. Des rivières aux eaux limpides, où la nature est généreuse, où les truites et ombres sont de taille conséquente. Voici l'itinéraire de pêche. Un itinéraire pour comprendre la technique de la pêche à la nymphe à vue. Moins de gobage en surface, un contact plus proche avec la rivière, un besoin d'appliquer des méthodes plus minutieuses, 1000 raisons pour expliquer l'engouement actuel pour cette technique chez les moucheurs. Lors de ce Tour de France, nous sommes partis à la rencontre d'amateurs éclairés, de guides et de compétiteurs. Premier rendez-vous avec le triple champion du monde de la pêche à la mouche, Pascal Cognard. La caractéristique la plus importante, c'est d'avoir des eaux claires. Après, le type de rivière, qu'elle soit courante, plate ou autre, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est de voir les poissons. Ensuite, c'est vrai que les profils de rivières style la Loue, le Doubs, la Bienne, ces grandes rivières qui ont des grandes gravières, se prêtent bien parce qu'effectivement, les poissons, on arrive à bien les voir. Mais c'est pas obligé d'être sur ces grandes rivières-là, la nymphe à vue. Évidemment, ce qui nous perturbe, ce sont les vaguelettes à la surface de l'eau, les courants, les déformations du fond liées aux déformations de la surface de l'eau. Donc plus on trouve des rivières qui ont une surface lisse, une profondeur relativement peu importante et en même temps l'eau claire, la rivière d'Ain, que ce soit la basse rivière d'Ain, la haute rivière d'Ain, la Bienne, le Doubs, la Loue, sont des rivières qui ont une réputation nationale et même internationale pour pouvoir y pratiquer cette méthode. Mais je le dis, ce n'est pas indispensable. On peut très bien pêcher des rivières de Lozère, des rivières des Pyrénées, à vue, en sachant que, évidemment, c'est plus difficile de voir les poissons. Il y a aussi quand même un autre critère très important qui conditionne la pêche à vue, c'est qu'il faut quand même être en mesure d'approcher suffisamment les truites. Alors, il y a des rivières qui s'y prêtent mieux que d'autres parce que les poissons sont éventuellement moins fuyants. Tiens, aujourd'hui, on est sur l'Albarine. Eh ben, même si aujourd'hui c'est très difficile, on a quand même des poissons qui se laissent pêcher. Ils s'échappent quand la nymphe arrive, mais on peut lancer, on peut les pêcher. Il y a des rivières extrêmement sauvages où les truites ne tolèrent pas le moindre bruit, le moindre mouvement, le moindre brillance du fil. Et même lorsqu'on voit le poisson, on n'arrive jamais à les cadrer parce qu'ils ont foutu le camp avant. Donc ça, c'est un critère important de la pêche à la nymphe à vue. Il faudra être un sioux, quoi, encore plus. L'engouement de cette technique, c'est parce que justement, ça ressemble plus à de la chasse qu'à de la pêche répétitive où on fait en fait du battage de rivière. Autrefois, les pêcheurs, quand il n'y avait pas de gobage, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pêchaient à la mouche noyée. Aujourd'hui, la pêche à la mouche noyée, elle a pratiquement disparu des techniques employées par les pêcheurs modernes parce qu'elle est remplacée par la pêche à la nymphe, autant que possible à la nymphe à vue. On sait quand même que c'est admis que la pêche à la nymphe à vue, c'est certainement la technique la plus aboutie, donc qui procure le plus de satisfaction aux pêcheurs. Et que ce soit moi ou beaucoup de mes amis, on se met dans cette situation de pêche à vue permanente. On chasse, on cherche, il faut voir. Donc on passe parfois beaucoup de temps. On peut passer une demi-journée à chercher des poissons sans jamais lancer la nymphe puisqu'on n'en a pas trouvé. Et alors qu'effectivement, quand on en voit un, on s'applique, on prend toutes les précautions. Et puis ça, c'est quelque chose que moi, j'essaye autant que possible d'appliquer. Eh bien, il faut que le premier lancer, le premier coup, soit le bon, soit parfait. Direction la Sorgue, une rivière grandiose. Même en plein été, la rivière a une eau limpide, une température très basse et un niveau abondant. Son débit exceptionnel en fait la première source de France. Elle est nourrie par l'infiltration des eaux de pluie et la fonte des neiges, d'où la remarquable clarté de ses eaux. Les ombres et les truites sont de tailles imposantes sur ces différents parcours. Un parcours de multiples bras entre ville et campagne. C'est la rivière incontestable des nympheurs du Sud. Rencontre avec Louis-Jean Roche et Cyril Ponce, des habitués des lieux. J'ai connu la Sorgue par l'intermédiaire d'un ami. J'étais très jeune et ça a été mes balbutiements à la nymphe à vue. C'est-à-dire que, comme tout le monde, je suis arrivé ici et j'ai vu du poisson. Donc ça m'a donné envie de le pêcher en nymphe. Bon, je me rappelle de longues heures de pratique pour rien attraper. Parce qu'à cette époque, je faisais mes nymphes, elles n'étaient pas assez lourdes, les nymphes passaient très haut sur les poissons. Et au fil des années, en regardant pêcher, en essayant de comprendre, j'ai commencé à faire du poisson sur la Sorgue du Vaucluse.
Et après, ça ouvre de belles portes parce que les poissons sont très difficiles ici. Et lorsqu'on pêche à la nymphe à vue sur d'autres rivières, on a acquis quand même pas mal d'expérience. Le cadre est magnifique, quoi. C'est idyllique. Une rivière limpide, de beaux herbiers, on est dans le midi, il fait beau. On peut venir pêcher très tôt dans la saison. En début de saison, là, on arrive à voir, il y a du soleil, on arrive à voir de beaux poissons d'activité, c'est fabuleux. C'est une rivière très précoce, on peut venir pêcher très tôt ici, hein. C'est une résurgence, la température de l'eau est à peu près la même toute l'année. Et c'est une fabuleuse qualité, on peut pêcher toute la saison dans les mêmes conditions. Le bas de ligne sur la Sorgue est un des facteurs les plus importants pour pêcher en nymphe à vue. Comme on voit, c'est une rivière très claire et pour ne pas couvrir les poissons avec la soie, on est obligé de pêcher avec des bas de ligne assez longs pour ne pas couvrir le poisson, mais également pour avoir une meilleure dérive de la nymphe. Il faut associer à ce bas de ligne une pointe assez longue souvent pour pouvoir pêcher avec des nymphes qui vont descendre très largement sur le fond de la rivière. On est obligé souvent de pêcher très fin, non pas parce que le poisson voit la nymphe, mais surtout les gros nylons brident la nymphe et il y a une dérive bien moins naturelle avec un nylon trop épais. Et il y a une résistance à l'eau également. Un nylon très fin attaché à une nymphe va pénétrer plus facilement dans l'eau qu'un gros diamètre de nylon. Alors, on pêche des gros poissons sur du 10 centièmes sur la Sorgue, mais il faut souvent pêcher en 8 centièmes. Sur des poissons très difficiles, très éduqués. Et plus la nymphe est petite et plus le diamètre du nylon sera petit. On ne peut pas attacher un gros nylon sur une petite nymphe. Elle passerait trop proche de la surface et ça n'intéresserait pas du tout le poisson. Parce que selon les niveaux d'eau, on change très souvent de nymphe. Avec des modèles plus lestés, moins lestés, selon l'endroit où se situe le poisson, à quelle hauteur d'eau il se nourrit. Et on change très souvent et la longueur de la pointe du bas de ligne et les nymphes. Donc on les a à portée de main. Alors un truc que j'affectionne particulièrement, c'est un distributeur de nylon. J'ai tous les diamètres sous la main, ça évite d'être embêté avec toutes les bobines. On tire dessus pour le nylon et un petit cutter incorporé, on coupe et on a tout sous la main. Dans ma même bobine, j'ai du 8, du 10, du 12 et du 14. Voilà, donc ça c'est indispensable parce que c'est un gain de temps. On a les bobines dans la poche, on a 4 ou 5 bobines, on ne tire jamais la bonne au premier coup. Alors que là, j'ai les 2 distributeurs de chaque côté avec tous les nylons différents. Alors ce qui me semble le choix le plus judicieux pour pêcher cette rivière, c'est à cette époque une soie numéro 5, un fuseau décalé pour propulser des nymphes un peu lourdes assez rapidement. Et ce bas de ligne qui est très important, qui fait à peu près 2 longueurs de canne minimum d'une 10 pieds. Avec une pointe qui peut osciller entre 1,50 m voire 3 mètres pour aller chercher des poissons qui sont actifs près du fond. La Sorgue est une exception en Provence où l'eau est une ressource rare. Pour cette raison, cette rivière n'a cessé d'être convoitée et exploitée. Au fil des siècles, les hommes ont forcé l'eau à circuler grâce à une succession d'ouvrages hydrauliques. Tous ces stratagèmes ont permis à la Sorgue, à l'origine d'une taille modeste de 32 km, d'être transformée en un vaste réseau de plus de 500 km. Alors. Pas d'herbier. On va essayer d'éviter le... Très belle récompense. Hop là, c'est le jeu. C'était le jeu. Je l'ai bridé un petit peu parce qu'il y avait le... On est venu prendre dans nos pieds.
Alors lui, hop. Voilà. Après un petit coup de malchance avec la fabuleuse truite, on est récompensé par un bel ombre. Voilà, qu'on va décrocher avec l'épuisette pour éviter de trop le fatiguer. Lors du lancer, il m'arrive de faire des mendings, justement pour avoir une meilleure dérive. Les gestes que je fais avant, c'est pour le mending, c'est pour que la dérive de ma nymphe soit le plus naturelle possible. Le mending, c'est la reposition de la soie, de manière à ce que l'eau ne tire pas sur la soie et évite le dragage. Bon, avec ça, par contre, obligatoirement, il faut le bas de ligne, qui est très important sur la sorgue, assez long, et une pointe assez longue, pour éviter également le dragage. Et après, l'animation, eh bien, ça dépend des poissons. Les ombres sont très réceptifs à l'animation. Et la truite, eh bien, selon avec quoi on pêche, il faut soit draguer, soit des fois elles prennent sur des dérives inertes. Mais bon, si on pêche avec des petits gamards, l'animation est obligatoire. C'est des petits insectes, des petits crustacés qui sortent des herbiers. Et il faut que ça ressemble au plus à cette petite nage du crustacé. Il faut avoir plusieurs lestages de nymphes. Alors c'est un peu le casse-tête de la sorgue, ça aussi. C'est qu'on arrive à avoir des poissons qui se nourrissent dans du profond. Et pour cela, dans les rivières traditionnelles, on peut faire des lancers très amont pour avoir une longue dérive et arriver sur le poisson. Mais sur la sorgue, souvent les poissons sont installés juste derrière les herbiers, ce qui ne favorise pas les longues dérives. Alors on est obligé de pallier ce phénomène avec des nymphes un poil plus lourdes qui tombent tout de suite après l'herbier. Elle est dure par la clarté. On voit les poissons, mais eux, ils nous voient aussi. Et le plus complexe de la sorgue, le plus complexe, c'est sa profondeur et sa multitude de micro-courants. Ouais. Là, tu prends de la sciure, tu la jettes en surface, tu as l'impression que c'est lisse. Clair, mais ta sciure, elle s'éclate. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi et donc ta nymphe, elle est bridée par le fil et elle suit pas la multitude de petits trucs. C'est ça qui fait sa difficulté. Même en sèche, c'est un casse-tête. Tu poses, tu as l'impression que c'est tout plat. Tu poses, tu le mets à côté d'une feuille, tu as l'impression que ta mouche elle va suivre la feuille, elle s'en écarte et elle drague. C'est ce qui fait la complexité de la sorgue, c'est ça. C'est que ça. Clair. Parce que, tu as vu les poissons, j'ai passé dans la truite 50 fois. J'ai dit que c'était la nymphe, c'est le seul moment où elle est bien passée qu'elle est venue prendre ma nymphe. Point barre. Mais si vous avez l'occasion de filmer un peu les herbiers, vous vous rendrez vite compte des courants qui sont sur la sorgue. Parce que ces herbiers, ils bifurquent tous, il n'y en a pas un qui va dans le même sens quand le courant descend. Ça prouve que dessous, il y a une multitude de petits courants qui se créent. Et justement, c'est là la difficulté, c'est que la nymphe, elle prend toutes ces petites perturbations et elle est quand même retenue par le fil. Et c'est ce qui fait qu'il y a une mauvaise dérive et que ça cale les poissons. C'est une eau qui est constamment environ à 12 degrés. Donc, c'est une résurgence. C'est une résurgence, c'est une des plus grandes d'Europe avec une résurgence en Slovénie qui s'appelle la Savaboïka. Donc la sorgue, c'est à peu près le même type de résurgence. Et c'est vrai que l'eau est constamment à 12 degrés, ce qui fait qu'il y a une densité de nourriture qui est exceptionnelle. Il faut savoir qu'un poisson, il grandit d'environ entre 15 et 20 cm dans l'année, parce qu'il y a une abondance de gamards et d'insectes en général. Malgré qu'il n'y a pas tant d'éclosions que ça, par exemple, pour le coup du soir. Il n'y a pas des coups du soir extraordinaires. Donc c'est pour ça que les nympheurs, comme on les appelle, les pêcheurs en nymphes, c'est vrai que sur la sorgue, quelqu'un qui s'y tient, il excelle vite à un bon niveau de pêche à la nymphe, quoi. Tendu. Tendu, magnifique. Ouais, il est magnifique. Un joli coup de canne. La différence entre un ombre et une truite, c'est qu'un ombre, Même s'il ne mange pas. il a la frénésie de la nourriture et si tu lui présentes bien, et il n'a pas de cache, un ombre. Il vit plutôt sur des bandes caillouteuses ou des bandes de gravier. Et c'est là où il se nourrit le plus parce qu'abondamment, il y a des gamards qui sont au fond et qui peut voir comme il faut.
La différence, elle est là. Donc, un ombre, il ne va pas se cacher dans un herbier, il n'a pas de cache. Il va tourner parce qu'il a peur de toi, mais revenir à son poste initial. Ou vadrouiller d'une gravière à un autre. Que la truite, elle va rentrer dans les renoncules, dans les herbes, et elle va se cacher. C'est un ombre du Kamtchatka, ça. Il n'y a que sur la Sorgue, tu vois ça. Sur la Sorgue, les beaux ombres qu'il y a, c'est quand même rare. Alors c'est vrai qu'il est un peu difforme, mais par rapport à sa taille, je pense que c'est un peu normal. Mais quand même, c'est un bel ombre. Là, il a énormément mangé. Vous voyez ? On va lui faire un petit bisou. Allez, repars mon beau. Belle bagarre en 800e. Il va partir. Il faut attendre qu'il ait bien du pet. Voilà. Pour pouvoir qu'il s'en aille comme il faut, qu'il reparte, parce qu'un ombre, ça produit des toxines bien après qu'on l'ait pris. Les gens ne le savent pas et ils le lâchent. Et souvent, il va mourir plus loin. Et vu son estomac, comment il a mangé, il n'est pas gros pour rien. Hein. La taille du nylon qu'on utilise, elle est dépendante de plusieurs paramètres. Évidemment, la taille des poissons fait pour beaucoup, mais aussi leur degré de méfiance. Et on arrive, notamment à cette période d'août, où les poissons sont très difficiles, à pêcher de manière dirais, extrême, avec des fils ultra fins pour des poissons plutôt gros, même si ce n'est pas des monstres ici qu'on attrape, c'est des poissons qui font 30, 35, 40. Quand on les pêche en 800e, voire moins parfois, eh bien, la bagarre n'est pas gagnée d'avance. Mais on est obligé de descendre à ces finesses pour tromper les poissons. Les poissons ont peur du fil qui passe à la surface de l'eau et de son ombre projetée. Lorsque on pêche une truite, on la pêche majoritairement en direction de l'amont, on est obligé plus ou moins de recouvrir le poisson avec le bas de ligne, et simplement ce trait sur l'eau, à la surface de l'eau, suffit à effrayer les truites. Et donc, eh ben, plus le fil est fin, plus l'empreinte sur l'eau est petite, et plus dans l'eau aussi, il est invisible. Hein. Donc voilà, on joue à l'extrême. Puis c'est aussi par plaisir, parce que je dois reconnaître que personnellement, ça m'arrive rarement de pêcher au-dessus du 10 centième. 10, c'est déjà gros pour moi. Je pêche plutôt couramment en 9, en 8, voire en 7 par jeu. Quand on n'est pas en compétition, on se fiche un petit peu de sortir vraiment le poisson. Donc c'est une performance quand on sort une truite de 35 cm avec du 7 ou du 8 centième. La rivière d'Ain demeure sans doute le plus beau trésor halieutique de la région Rhône-Alpes. Ces très grosses truites ont acquis un renom national. Alexandre Goria pêche sur la basse rivière d'Ain, exclusivement en nymphe à vue. Donc, ce qui fait la particularité de la rivière d'Ain, c'est que c'est une très grande rivière. Donc très grande rivière, gros poissons en général. Et puis surtout la clarté des eaux également. Hein. Les gamards aussi, beaucoup de gamards en bordure, les grosses truites en raffolent. Grosse concentration de gamards sur les bordures au mois d'avril-mai, quoi, qui font vraiment sortir les poissons des fosses qui montent sur les bordures. Hein. Pas de matériel spécifique, hein, une classique 9 pieds SWAT 5 pour sa polyvalence fait tout à fait l'affaire, avec une grosse réserve de puissance pour brider les grosses truites qu'on croise ici sur cette rivière. Le reste du matériel, un moulinet avec un bon frein, parce que donc, les poissons avec les courants qu'on voit là prennent bien appui dessus. Et donc sans un frein efficace, on ne les revoit jamais, les poissons. Et donc à ce niveau-là, au niveau du bas de ligne, rarement descend en dessous du 14 centième. Hein. Le nylon de base ici reste le 14 centième, même dans les endroits comme ici, vraiment où ça accélère fort, on peut même monter en 16. Hein. Et après, pour des zones plus planes comme à l'aval, on peut descendre en 12, 10 centièmes si les poissons ne sont pas trop gros qu'on attaque. Alors, une truite qui est sur la bordure là-bas. C'est bon, il y est. On a lutté aujourd'hui, on n'a pas croisé beaucoup. Elle est encore bien vigoureuse.
Allez, viens ma belle. Poisson de plus de 50, je pense. Hein. Au niveau des ombres, la population a pris un gros coup en 2003 avec la canicule. Hein. Les débits ont chuté même en dessous du débit réservé. On a été plusieurs semaines avec un débit de 5 mètres cubes seconde, une température d'eau à 27-28 degrés. Donc la population d'ombre a vraiment beaucoup diminué depuis 2003. Ça revient, là, donc ça fait maintenant 5 ans que c'est passé, 2003, ça commence à bien revenir, l'ombre revient bien. Au niveau des truites, il n'y a eu aucun souci, on a cru qu'il y avait de la mortalité. Et dès 2005, dès 2 saisons après la canicule, il y avait déjà beaucoup de poissons et des gros poissons étaient encore là. Donc au niveau des truites, ça n'a pas tellement joué. Le geste technique pour faire plouffer la nymphe, on appelle ça comme ça. On veut qu'elle plouffe, c'est-à-dire qu'elle tombe en paquet détendu et qu'elle aille le plus vite possible à l'entrée dans l'eau. Dans ce type de coup, hein, très courant. Quand c'est un plat, c'est pas pareil. Et il faut en fait casser le mouvement. On donne une grande vitesse au départ et ensuite on brise le mouvement pour que la nymphe prenne une grande accélération. Le bas de ligne se détend et on tombe en paquet. Le bas de ligne il tombe en paquet, la nymphe elle tombe à côté du bas de ligne à toute vitesse. Et le fait que le fil soit détendu à la surface de l'eau fait que la nymphe peut couler. Si le fil était tendu à la surface de l'eau, vu les courants multiples qu'il y a, ça tire sur le fil et la nymphe elle n'arrive pas à couler. Contrairement au moment où on n'a pas besoin de poids, parce que les poissons sont par exemple dans une zone peu profonde ou dans une zone peu tumultueuse, quoi, quand c'est plat, eh bien là on ne fait pas se lancer plouffer, d'abord ça fait du bruit. Hein, on fait au contraire, on appelle ça un posé en cloche, qui ressemble beaucoup finalement à un posé comme une mouche sèche, où on veut que le fil tombe détendu quand même, en cloche, mais sans violence, et loin de la soie. Le bas de ligne presque tendu, pour que la mouche puisse quand même avoir un peu de mou pour couler, mais comme on pêche peu profond et peu courant, par son propre poids, la nymphe elle va tout de même réussir petit à petit à faire couler le bas de ligne et à atteindre le poisson. C'est toute la différence qu'il y a entre pêcher des zones calmes, peu profondes, et pêcher des zones rapides, profondes, où il faut non seulement des mouches différentes, des lestes différents, mais aussi une manière de lancer différente. Le Doubs serpente au fond d'une vallée sauvage, appartenant à la fois à la France et à la Suisse. Très tôt, cette rivière a été fréquentée par les nympheurs. Ombres et truites sont toujours en forte densité, d'une taille moyenne proche de 40 cm. Mais comme beaucoup de rivières de la Franche-Comté, la qualité des eaux est de plus en plus dégradée. Michel Fleunet est sourd de naissance, il lit sur les lèvres. Il est une figure incontournable dans le monde de la pêche à la mouche. C'est lui qui a entraîné Vincent Roy à partager sa passion. En fait, j'ai rencontré Michel il y a 16 ans en arrière, en pêchant le soir au bout de chez moi. Il pêchait à la mouche et puis il a pris quelques poissons et ça m'a tout de suite interpellé. C'est une pêche qui m'a plu. Et je suis venu pêcher le surlendemain avec une vieille canne à mouche que mon père avait. Et voilà, il m'a vu pêcher, il m'a proposé de rentrer, de venir à son école de mouche qu'il ouvrait. Et puis il est venu me chercher et puis depuis, ben voilà, il m'a appris beaucoup de choses et je suis tombé amoureux de la pêche à la mouche, quoi. Son handicap, en fait, c'est lui apporter d'être plus patient, peut-être, je pense, que nous, sur certaines choses. Il est attentif à des choses que lui, il perçoit plus en étant avec son handicap, quoi. Ben, moi, je le côtoie depuis longtemps, donc j'arrive à le comprendre assez facilement, quoi. Il faut que je lui parle tranquillement en face de lui et en articulant correctement comme il faut. Mais maintenant, j'arrive à lui parler normalement et je le comprends. S'il vient me parler, là, qu'il est dans mon dos, s'il parle, je vais comprendre ce qu'il dit, quoi. Déjà, je me suis habitué à sa voix, quoi. Depuis 10 ans, ça s'est pas amélioré, quoi. Ouais, il faudrait qu'il y ait des orages plus souvent pour nettoyer le fond de la rivière. Ouais. Malgré qu'il y ait des orages, quand l'eau monte, qu'il y ait une crue, 15 jours après, il fondrait tout seul. Ouais. C'est le purin des paysans sur le plateau. Les pluies, ça fait raviner au Doubs. Ouais.
avec un peu de soleil, Et le soleil, ça fait pousser les algues dans la rivière. il bouffe, il fait comme un moquette. Ah ouais, ça devient comme de la moquette avec les algues. Une petite nappe, une plus petite, un peu plus éclosée. Ouais, les petites nymphes, elles sortent plus, ça peut plus éclore, quoi. Ouais, ça c'est des nymphes piam. Un peu des perles dorées. C'est des affreux, ça. Les têtes oranges, c'est un peu foufou. Les couleurs comme ça. On pêche quand même plus souvent les ombres avec des couleurs. Ouais, mais des couleurs un peu pétantes, des perles dorées. Les ombres, ça attire. Après les nymphes avec des perles, tout ça, couleur or, c'est du leurre. Tête orange, c'est du leurre, quoi. C'est plus de la pêche en nymphe naturelle, quoi. Toi, pour toi, le naturel, c'est... On arrive au bord de l'eau. Les perles dorées. Tout de suite, perles dorées. Quand on pêche tout de suite avec une perle dorée ou une perle orange. Ouais. Ouais. Sur le parcours, en pêchant avec ça, on va faire 2-3 poissons. Mais en pêchant avec des imitations naturelles, on a plus de chances de prendre des poissons. On doit réfléchir. Ouais. Toi, tu es un peu le premier à avoir fait des nymphes tressées. Des petites tressées qu'il y a là. Et pourquoi tu es venu à faire des petites tressées? Pour imiter vraiment les petites bêtes. Mais les nymphes là, en fait, dans la pêche, les pêcheurs, en moyenne, on s'échange quand même pas mal de modèles quand même. Pas toujours. Il y en a qui aiment bien garder les modèles. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. Ouais, une mouche affreuse. Tu ne prends pas. Tu n'échanges pas contre... Ouais, tu veux pas prendre. Dans la période actuelle du mois d'août, on est sur des poissons qui se nourrissent relativement peu, qui sont très méfiants. Normalement, l'eau est basse. Il fait beau en principe au mois d'août. Il y a beaucoup de soleil, donc on a énormément de peine à approcher des poissons qui se nourrissent très peu. Donc là, on est obligé effectivement d'utiliser des nymphes extrêmement légères. On les cherche sur les endroits peu profonds, dans les bordures, sur des endroits plats comme ici, au soleil. Donc on a tout intérêt à utiliser des toutes petites nymphes et des tout petits fils. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Donc ça, c'est ma boîte de nymphes qui me permet de faire la pêche à vue, la pêche d'été, la pêche légère. Alors ici, j'ai toute une série de petits chironomes montés très fins, relativement denses, qui font très peu de plouf justement quand ils tombent et qui coulent relativement fort. Donc je les réserve aux endroits lisses, profonds et relativement lents. De ce côté-là, on a des nymphes variées, hameçons de 16. J'ai toute une page sur la taille numéro 16 avec, vous pouvez le voir, un tracé qui détermine en fait le poids de chaque catégorie. Puisqu'il faut, en pêchant nymphe à vue, avoir des modèles de mouches qui sont recopiés en différentes tailles et en différentes densités. Donc là, on peut trouver des mouches qui se ressemblent, mais qui sont en fait de densités différentes et qui vont servir à pêcher des endroits plus ou moins courants, plus ou moins profonds. Et là, sur la page suivante, il y a encore des nymphes de taille plus petite. Alors là, c'est pareil, mais c'est taille 18, les mouches. Déclinées en diverses tailles, diverses lestes. Et puis là, des très très petites, hameçons de 20, qu'on se sert quand même pas tous les jours, celles-là. Et là, les hameçons de 14, là aussi, c'est en nymphe à vue, hameçons de 14 en France.
c'est plus rare. À part que lorsqu'on pêche vraiment les grosses truites, peut-être sur la rivière d'Ain, là, quand on pêche avec du fil gros, pour tromper les gros poissons, ça peut aller. Mais aujourd'hui, dans l'Albarine, ça sera plutôt ces petites nymphes hameçon 20, et puis celle-ci, hameçon de 18, non lestées, ou 5 tours de plomb, pour les spécialistes, voilà. L'Albarine est une rivière entrée dans la légende de la pêche depuis de nombreuses années. C'est notamment sur cette rivière que des championnats de France de pêche à la mouche se sont déroulés. Elle est riche en nombre, truites fario, et possède une qualité d'eau irréprochable. On y trouve des plécoptères, des friganes et de nombreux éphémères. Qui vient sur l'Albarine doit absolument rencontrer Tony. Eh bien, on va profiter de la prise magnifique de Tony pour présenter Tony, justement. Tony, figure locale de l'Albarine. Oh, dis donc, il est magnifique, hein. Ça va? Dis donc, comme ton habitude, hein, t'as pas entraîné pour en choper un. Bravo. Magnifique. Ah, c'est un bel ombre de l'Albarine. Hein. On va remettre à l'eau. Hein. Hop, ça y est, il est parti. Eh ben, écoute. Très bien. La pêche à quoi? À la nymphe sur un petit gamard. La crevette à Tony. Réputée dans toute la France. Est-ce que tu veux un gamard? Est-ce que tu veux un petit gamard à Écoute, de moins en un, toujours, je suis preneur. Hein. Je suis assez preneur. Et puis, on verra sur ces truites qui sont juste au-dessus, là. Elles se laissent reculer, mais alors, elles sont d'une craintivité, là, dis donc, terrible. Merci, Tony. Et alors, je te dirai si c'est bon. Mais j'en doute pas. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure, en fonction des circonstances, n'est-ce pas? Pour raccrocher cette mouche. Ah, je vois quelques gobages là-bas. Peut-être qu'on verra des poissons là. Donc aujourd'hui, on se trouve sur l'Albarine, qui est une rivière du département de l'Ain, qui est même un affluent de la rivière d'Ain, et une rivière qui est une rivière fantastique pour la pêche à la mouche, puisque bon, il y a beaucoup de truites et d'ombres, et en même temps, il y a aussi beaucoup de pratiques possibles. Toutes les techniques de pêche à la mouche sont faisables, que ce soit la pêche à la sèche, la pêche à la nymphe, toutes les techniques de pêche à la nymphe, la pêche au streamer. Il y a des parcours no-kill pour les gens qui sont adeptes de ce type de parcours comme moi. En fait, il y a tellement de remous à la surface que c'est très difficile de voir le fond là. La difficulté de pêcher des bouillons comme ça, c'est que pour les voir, les poissons, on profite de ce qu'on appelle un œil. C'est-à-dire qu'on voit que la surface remonte comme ça, le courant remonte, ça fait un œil. Alors on suit, on appelle ça une loupe aussi. Donc on suit le fond et grâce à la loupe, on arrive à voir un poisson. Mais ensuite, quand on pêche, il faut pouvoir calculer que la loupe va se former au moment où la nymphe est vers le poisson pour pouvoir voir l'attaque. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Donc souvent, on a lancé la nymphe, le poisson vient, mais la loupe ne se forme pas. Il prend la nymphe, on ne le voit pas, ou elle le voit après, on le voit avant. Donc pour que tout soit bien cumulé, c'est très difficile. Ouais. Allez, bon écoute, je vais la tenter quand même, cette truite là qui est en plein milieu, tu la vois? Ok. Alors on va voir ce que ça dit, hein. Mais ça va pas être simple. Hein. Allez, il faut s'appliquer du premier coup correctement. Ouais, c'est pas mal de se poser là. Est-ce qu'elle va avoir peur du fil? Allez, viens. Voilà, cette fois-ci, on va pas faire de bêtises, on va prendre l'épuisette. Ça sera plus sérieux. Voilà. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que c'est difficile, hein? C'est des poissons qui sont très méfiants, vraiment. Il y en a une dizaine qui sont venus voir la nymphe sans la manger. Une autre qui l'a attaquée à toute vitesse, ce qui a provoqué un ferrage un peu fort. Et j'y ai laissé la nymphe. Celle-ci, ça a été. Elle a été brave, elle est bienvenue, mais toujours, hein, c'est quand même difficile. Ouais, c'est une belle truite de l'Albarine. En 1994, pour la première fois depuis la naissance du championnat du monde de pêche à la mouche, un Français, Pascal Cognard, accède au titre suprême, la médaille d'or. En 1997, il atteint de nouveau la plus haute marche du podium. Mais cette fois, il cumule les titres de champion du monde individuel et par équipe. En l'an 2000, un troisième titre à la clé. Jamais un pêcheur n'avait réussi un triplé dans un championnat du monde. En 2001,
Avec un titre de champion du monde par équipe supplémentaire et une dernière médaille individuelle en bronze, il annonce qu'il met fin à la compétition. Depuis, il est l'entraîneur de l'équipe de France B. Effectivement, je suis le seul pêcheur à la mouche, 3 fois champion du monde, au monde. Il n'y a pas d'autres pêcheurs qui ont réussi cette performance. J'espère qu'il y en aura d'autres français si possible. Mais bon, c'est lourd à porter parfois parce que bon, malgré que la pêche à la mouche ne soit pas très médiatisée, les gens me reconnaissent. Et quand j'arrive sur une rivière, eh bien, chaque pêcheur que je croise, c'est bien rare qu'ils ne me reconnaissent pas. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils me regardent pêcher, ils s'attendent à voir des miracles et à prendre des poissons toutes les 5 minutes. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas, hein. La pêche en France, c'est difficile. On l'a bien vu sur l'Albarine aujourd'hui, on a pris des poissons, mais on a eu des grands moments de difficulté. Donc, tout en étant champion du monde 3 fois, on n'attrape pas les truites comme à la parade. Ma passion aussi, c'est d'enseigner, la pêche à la mouche en particulier. Donc, maintenant, lorsque j'emmène des pêcheurs débutants à la pêche, je pêche par procuration, hein, en fait. Et quand c'est les débutants qui attrapent les truites et pas moi, ça me fait autant plaisir, même parfois plus encore plaisir, lorsqu'on a donné un bon conseil, monter une bonne mouche, pêcher au bon endroit et que l'élève applique les consignes et que ça marche, et ben ça me fait encore plus plaisir que si c'est moi qui l'avais fait. La différence qu'il pourrait y avoir entre la pêche des truites et la pêche des ombres, c'est que déjà les truites, en principe, on les pêche en étant cachées. Enfin, il ne faut pas qu'elles nous voient, quoi. Si elles nous voient, elles se sauvent en principe. Ou alors si elles ne se sauvent pas, elles nous ont vus, c'est terminé. Les ombres, c'est un petit peu différent, ils se sauvent pas déjà la plupart du temps, donc on peut quand même les pêcher. Bon, quand ils vous ont pas vu, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux qu'ils vous aient pas vu. Mais même quand ils nous ont vus, bon, ils se laissent pêcher et ils peuvent se laisser tromper. Il y a quand même une grande différence de craintivité, enfin de fuite. Les truites se sauvent beaucoup plus facilement que les ombres. L'ombre nous laisse éventuellement plus de chance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas quand même utiliser le fil ultra fin, les neufs toutes petites. Bien qu'on sait que l'ombre aussi, c'est vrai, parfois, il est naïf, sans qu'on sache tout le temps pourquoi. Certains jours, ils sont fous, ils mordent à n'importe quoi. Ça leur coûte cher d'ailleurs, aux ombres, cette faculté qu'ils ont de mordre certains jours bêtement à tout. Parce que même des beaux spécimens qui ont résisté pendant des années, eh ben, certains jours, ils sont bêtes comme leurs pieds et on les attrape comme à la parade. Entre le Jura et l'Ain, la Bienne est connue pour ses ombres et ses truites. Il n'est pas rare d'y prendre des poissons trophées. Mais cette rivière a subi depuis de nombreuses années les résidus des industriels qui longent ses rives. Olivier Tonin est un témoin privilégié de cette situation. Aujourd'hui, on se trouve sur la Bienne, c'est une rivière qui fait environ 60 km, qui prend sa source vers les Rousses et qui se jette dans la rivière d'Ain, plus précisément à Chancia, dans la retenue du barrage de Coiselet. Donc c'est une rivière qu'on appelle encore aujourd'hui la perle du Jura, parce qu'elle avait vraiment une densité de truites qui était formidable il y a encore une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, cette densité a fortement chuté, puisqu'on est passé de 350 kg à l'hectare à aujourd'hui 35 voire 38 kg à l'hectare. Donc en fait, on a divisé par 10 la densité de poissons, ce qui est quand même énorme. C'est-à-dire que sur une gravière où aujourd'hui on a vu 1 ou 2 truites, on peut se dire qu'il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, il y avait 20 truites. Donc aujourd'hui, c'est un constat. Et en fait, ce n'est pas forcément dû à la pression de pêche, mais bien sûr à la qualité de l'eau qui s'est dégradée. Alors pourquoi cette qualité d'eau s'est dégradée? Eh bien en fait, la Bienne, depuis son parcours amont, en fait, longe toute une vie industrielle. Morée, Saint-Claude, donc on a l'industrie de la lunette, et notamment du traitement de surface des branches avec les métaux lourds comme le chrome, etc. Et en fait, on a des rejets qui se font directement à la rivière de ces produits qui polluent vraiment la faune subaquatique. Et moi, aujourd'hui, je m'interroge sur les autorisations qu'on laisse à ces gens de consommer les poissons qui, pour moi, sont nocifs à la santé au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à pêcher la Bienne depuis mon plus jeune âge, avec des méthodes de pêche plus traditionnelles, des techniques plus simples, comme la pêche au toc, la pêche au poisson mort. Et ensuite, je suis venu à la pêche à la mouche, parce que quand les eaux commencent à être très basses, eh bien, pêcher au poisson mort, c'est pas très efficace. Il faut des méthodes plus fines, plus légères, et donc on commence à pêcher naturellement à la mouche. Alors ça commence par la mouche sèche.
C'est une formidable école pour apprendre à lancer. Donc on repère un gobage, on essaye d'atteindre ce gobage avec sa soie et donc son artificiel. Mais sachant que les truites se nourrissent à 98% sous l'eau, eh bien, on vient naturellement ensuite à pêcher sous l'eau, donc à la nymphe ou en mouche noyée. La mouche noyée a ses limites, c'est moins fin que la pêche en nymphe. Et justement, cette pêche en nymphe permet de pêcher lorsque les eaux sont très basses, très claires et les truites très méfiantes. C'est pas facile de trouver des poissons et ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y en a de moins en moins. Donc, il y a une forte mortalité, une reproduction qui est faible due en fait aux différents niveaux d'eau des barrages. Donc ça c'est dû aux éclusiers du barrage d'Étable à Saint-Claude qui font varier les niveaux et notamment en période de frais les œufs se retrouvent à sec et donc meurent, ce qui est vraiment dramatique. Donc il faudra avoir un débit le plus constant possible pour que les poissons puissent frayer dans de bonnes conditions, se reproduire de façon naturelle et pas seulement que de manière artificielle comme on le fait aujourd'hui. Voilà, mais c'est sûr qu'on regrette, il y a ne serait-ce 15 ans en arrière, si j'avais pêché à cette époque-là, je pense que je me serais vraiment régalé. Mais bon, le passé c'est le passé, il faut conserver quand même un peu d'optimisme en espérant que les mentalités vont changer. On va essayer de se battre, enfin notre génération et puis sans doute les générations futures, pour retrouver le cheptel de salmonidés de nos rivières, parce que vraiment, il y a tout pour bien faire ici. Il y a des rivières qui sont magnifiques, il y a à manger pour les truites, donc il faut vraiment améliorer la qualité de l'eau et puis préserver ce patrimoine halieutique. À partir du moment où on peut choisir ses poissons par le fait que l'on chasse, eh bien, on essaie de choisir les plus gros. Et c'est vrai que la nymphe à vue, elle s'adresse souvent à la pêche des grosses truites. On essaye de trouver les plus beaux poissons. Alors il y a deux raisons. D'abord parce que les grosses truites se nourrissent relativement rarement en surface, en sèche, sauf peut-être en début de saison, quand il y a les grosses mouches, là, ce qu'on appelle les marsh browns, où là on peut attraper effectivement des grosses truites à la sèche. Après, plus tard en saison, le coup du soir peut aussi apporter des grosses truites, mais en journée, au mois d'août, on verra quasiment jamais une truite d'1 kilo, 2 kilos ou plus gobée. Donc elles se nourrissent sur le fond, elles ont un comportement de chasse, de recherche. Et comme il y a très peu de courant, le courant ne leur apporte pas suffisamment de nourriture. Donc ce sont elles qui sont obligées de sortir, de chercher. Donc là, à ce moment-là, elles sortent des grands trous, elles sortent de sous leurs pierres et elles s'approchent des bordures. On peut les trouver dans des fois 10-20 cm d'eau sur les gravières. Donc c'est le moment ou jamais pour les pêcher à la nymphe à vue. Dernière étape, le Tarn. On dit de cette rivière qu'elle revient de loin. La trop forte pression de pêche a entaché sa réputation d'une des plus belles rivières d'Europe. Mais désormais, au milieu des larges gorges, le poisson grossit dans un milieu riche en faune aquatique et en calcium. Truites, chevennes, mais aussi de très gros barbeaux fréquentent le bas des gorges. Le Tarn a connu ses heures de gloire il y a quelques années en arrière, avec une forte population piscicole, mais aussi une forte pression de pêche. Et au fil des années, par rapport à la forte pression de pêche, la population piscicole avait nettement diminué. Et du coup, les gens ont abandonné le secteur du Tarn. Maintenant, avec le recul, une moins forte pression de pêche, les poissons reviennent fort sur le Tarn.
on arrive à voir de très beaux spécimens. La truite y est présente. Bon, il y a quelques cyprinidés, des poissons blancs, quelques barbeaux. Mais la truite revient très, très fort sur le Tarn. Pris en nymphe à vue, tu vois un beau barbeau du Tarn. Ce sont de vrais tracteurs. Belle couleur dorée. C'est un poisson qui se nourrit sur le fond, tu vois, grâce à sa bouche un peu ventouse. Super poisson, très puissant. Ouais, un petit coup de mesure. « 65. Impeccable. Alors cet endroit-là est très propice aux truites qui naviguent pour intercepter quelques insectes. Donc il y a quelques gobages là sur la partie calme qui sont bien sûr très difficiles à intercepter parce que c'est des poissons qui naviguent pas mal. Alors là, c'est une pêche à l'affût. Hein. On va prospecter très peu de rivières et on attend que les poissons passent à proximité. Alors, j'ai déjà vu quelques truites intéressantes, pas très grosses, mais entre 25 et 30, des belles zébrées du Tarn. Ces secteurs-là, avec de gros blocs de rochers, les falaises et une colonne d'eau assez importante, m'obligent à utiliser des nymphes un peu plus lourdes, parce que j'ai pas le phénomène de dérive pour apporter ma nymphe jusqu'au profond. Quand on pêche des secteurs avec un petit courant ou un léger courant, on peut pêcher vraiment amont avec la nymphe pour arriver jusque sur le museau de la truite qui est vraiment posté dans le sens du courant. Là, il n'y a pas de courant, les truites sont vraiment en maraude. Elles sont vraiment postées, elles sont vraiment dans tous les sens à la recherche d'insectes qui évoluent sur le fond ou entre deux eaux. Et malheureusement, ces truites, on peut les prendre que si on leur pose la nymphe devant en l'animant légèrement. Et ce qui implique souvent qu'il faille pêcher avec une nymphe un petit peu plus lourde que sur des secteurs avec un léger courant. Parce que là, je n'ai pas le phénomène de dérive. Il faut vraiment que ma nymphe perce la colonne d'eau pour arriver jusqu'au poisson. Alors, c'est peut-être moins joli qu'une pêche à la nymphe sur une longue dérive, mais en tout cas, là, c'est vraiment fructifiant et on arrive vraiment à attraper de très gros poissons parce que c'est un secteur vraiment avec de gros rochers. Là, ça abrite vraiment de très beaux poissons. Tendu. Tendu, magnifique. Ouais, il est magnifique. Un joli coup de canne. Hop là. « 45. » Il y a quand même une graduation dans la technique de pêche à la mouche. Donc pêcher d'abord à la sèche, maîtriser le lancer, maîtriser le poser, comprendre les dérives, savoir lire une rivière. Tout ça, ça s'apprend bien déjà quand on fait de la pêche en sèche. Et ensuite, quand on maîtrise tout ça déjà, on peut se lancer à la pêche à la nymphe à vue. Le jour où on se considère comme maîtrisant la technique, c'est le jour où lorsqu'on a une truite qui gobe, eh ben, on n'enlève pas sa nymphe pour mettre une sèche, on la pêche en nymphe, alors qu'elle gobe. Et là, ça veut dire qu'on a suffisamment confiance en soi pour se dire, ce beau poisson qui gobe, là, je pourrais me le faire en sèche. Ben non, j'ai suffisamment maintenant de technique pour la prendre en nymphe quand même.